Wow, il y a déjà 5 personnes. Incroyable. Bonjour, 5 personnes. Oups. Bonjour. Hop là. Là, Bon, j'ai cru que tu avais un petit air de Florence Foresti, Claire, pendant une minute. Je me dis, waouh, il y a Florence Foresti parmi nous. pas du tout, non. Bon, ouais, par contre, je vais couper parce que je prépare un gâteau. Pas de Donc, je vous souci. écoute, mais, Non, mais mais c'est bien, c'est dans le thème, tu es cohérente. voilà. Bon, bah, à plus tard. À toutes. Coucou, Valentin. salut. Ça y est. Eh ben, super, ton micro est activé. On a Ouais, encore une petite minute. On a encore une petite minute. Il y a déjà oui, 14 personnes, ce qui est pas mal. oui. 14 personnes en avance, c'est assez rare. Attention, hein. Ça va, il n'y a pas de retour micro? Écoute, c'est très bien, on t'entend bien. Ok, parfait. Je, je vais me mettre plus en lumière dans pas longtemps. Ah, comme tu veux, comme Immédiatement, tu veux. immédiatement en fait, ça va être très bien. Là, ça va être bien. Ok. Hop. Les gens arrivent au fur et à mesure, tranquillou. On les accueille sans se presser. Je vais en profiter pour éconduire gentiment une petite abeille qui bourdonne gentiment au-dessus de moi. Allez, file.
Coucou, la conférence a commencé ou pas? Non, pas encore. On va Ah, commencer dans exactement 1 minute. J'étais en train de… Oh non, c'est pas possible. quoi? Je suis en train de me battre pour qu'une abeille sorte et puis j'ai mis 5 minutes à la faire sortir et elle est rentrée en 2 secondes. Ok. Eh ben, on est 20, mais on ne fait pas les choses en vain. Il est 17h32. Je propose qu'on commence doucement à se présenter. Donc, je vais, moi, commencer à me présenter. Comme vous pouvez le voir, je suis chauve. J'habite en Bourgogne, entouré de mes bocaux de légumineuses secs et autres farines. Et je vais animer cette petite conférence pendant exactement 1 heure. Je sais que la question m'est posée régulièrement. Sachez que cette conférence sera enregistrée. Donc, si vous n'avez pas envie qu'on voit votre joli visage, vous avez 2 options. Soit vous pouvez ne pas poser de questions et donc vous n'apparaîtrez pas et vous coupez votre micro. Ou alors vous pouvez aussi, si vous voulez être encore plus sûr, vous pouvez couper votre caméra. Comme ça, on ne vous voit pas. Donc, c'est tout simplement enregistré parce qu'il y a des gens qui, la semaine prochaine, auront envie d'en savoir un peu plus sur l'avenir de la restauration. Donc, ça, c'est une petite émission qui est organisée par Make Sense, qui est sur la Make Sense TV et qui est organisée dans le cadre du programme Réaction Alimentation. Toutes les semaines, nous étions 20 il y a 3 semaines, nous sommes 200 aujourd'hui. Des personnes s'engagent pour faire le prochain pas pour une alimentation plus durable et plus juste, en allant de changer ses habitudes de consommation, cuisiner de saison, adhérer à Terre de Liens et plein d'autres actions. Mais aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de recevoir Valentin. Valentin, que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans le cadre d'une association où nous étions tous les 2 actifs qui s'appelle Disco Soup. Valentin, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Qui suis-je? C'est une question que je me pose tous les jours. Mais sinon, communément, je suis cuisinier. C'est la plus belle façon la plus commune de me présenter, mais cuisinier un peu particulier, en tout cas pour certains. Cuisinier fou pour d'autres. Je suis un peu un touche-à-tout autour de la restauration et de la cuisine. J'aime beaucoup la liberté à l'intérieur de ce métier. Donc j'ai fait des études en restauration, BEP, bac professionnel, il y a 12 ans de ça. Et donc j'ai petit à petit évolué dans le métier, d'abord en tant que dans le service plutôt que dans la cuisine. Et petit à petit, j'ai fait un peu tous les autres postes. J'étais aussi boulanger en boulangerie bio ancestrale à la main. Et au fur et à mesure que le temps passait, on va dire que ma conscience et la cohérence que je voulais mettre dans le métier n'a cessé d'évoluer. D'abord sur ma posture en tant qu'employé. Je ne supportais plus de travailler avec des gens avec qui je n'étais pas forcément d'accord. Et quand on est employé, on n'a pas forcément ce mot à dire dans des systèmes où la gouvernance est très verticale, on va dire. Et donc, d'abord sur ma posture, et puis en même temps, je travaillais le sens et la cohérence, donc qui ont fait d'ailleurs que j'ai rejoint Disco Soup il y a aussi quelques années déjà, 7 ans, je crois, où l'idée, le gaspillage alimentaire, ça a été mon premier investissement social pour me dire, OK, je fais quelque chose qui a du sens, mais je le fais surtout de mes mains. Et je pouvais bien avoir envie de débattre sur les sujets. Il valait mieux faire les choses de ses mains. Et j'ai trouvé que mon métier était une belle façon d'éprouver la cohérence et le sens que je donnais aussi à la vie. Et voilà, donc Disco Soup, gros investissement associatif depuis 7 ans. Je suis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur depuis 2016. Actuellement, donc, j'avais une base de cuisine. Là, j'étais cuisinier nomade et formateur en même temps. Donc, cuisinier nomade, j'étais traiteur à certains endroits. Je fais des ateliers à d'autres endroits. Je fais un peu tout en fait. L'idée, je m'adapte beaucoup en fait aux gens et aux projets. J'aime beaucoup les challenges et les choses un peu nouvelles qui sortent de l'ordinaire. J'ai Tu as fait des aussi projets un peu originaux, genre, par exemple avec Ciel Bleu, c'est ça? avec Par Ciel exemple. Bleu, tout à fait, qui est une association avec laquelle je travaille depuis 3 ans maintenant, où je suis cuisinier dans le cadre de stages pour des personnes en rémission de cancer. Donc, des personnes qui sont revenues vers la vie. Et l'idée, c'est de les accompagner vers une transition, un retour à la vie qui soit avec plus de sens et surtout avec des outils au niveau alimentation. Parce que, par exemple, les gens qui ont le cancer, on leur dit qu'il faut manger ci, pas manger ça. Et le côté plaisir de l'alimentation, qui est une notion forte pour être en bonne santé, est souvent mis de côté. Donc, voilà, moi, j'étais surtout sur cette approche. Le fait de ne pas se culpabiliser, mais toujours avec une histoire de sens. Et pour moi, mon sens, quand je le partage, j'essaie qu'il soit le moins prosélyte possible,
en parlant majoritairement du fait de manger de saison et diversifié, pour moi, qui sont logiques. Et ça me permet d'englober un grand éventail de choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, et bon, il faut quand même que j'en parle. J'ai dans toutes ces années de pérégrination, donc après Disco Soup, même où j'ai toujours le cœur, mais où je suis plus actif du tout, grâce à Disco Soup, j'ai été inspiré pour mettre de l'intelligence collective à l'intérieur de mes pratiques et de mes approches liées à la restauration. Et fin 2016, j'ai monté un collectif qui s'appelle les Savoureux Compagnons, dont je sais que certains sont en train de regarder cette micro-conférence là en ce moment. Donc collectif d'acteurs de l'alimentation, c'est pas une asso, c'est pas une entreprise, c'est pas une coopérative, c'est juste une association de faits entre personnes qui veulent se soutenir. Alors c'est né d'une formation que j'ai donnée il y a donc à ce moment-là fin 2016, et j'ai proposé aux gens que j'ai formés, donc je formais des gens à intégrer des outils de coopération dans des ateliers de cuisine, et je leur ai proposé qu'au lieu de s'arrêter à une simple formation, qu'on se retrouverait au bout d'un mois ou deux, histoire de voir où on en était, et puis on pouvait inviter des amis si ça nous chantait, s'ils pensaient que la démarche était intéressante. Et aujourd'hui, en fait, ça a pris une ampleur folle. Les Savoureux Compagnons, c'est au moins 750 personnes et entreprises et assos. En fait, c'est très diversifié puisque ça peut concerner tout le monde. Parce que l'idée, c'est de prendre l'alimentation comme base. Et vu qu'à la base, chaque être vivant, et chaque humain sur Terre a l'alimentation comme une de ses bases primordiales, c'était assez facile du coup de vouloir toucher à tout, même en disant qu'on s'adresse à de la restauration. Il y a toujours une externalité qui va aller jusqu'au consommateur et autres et autres. Et donc aujourd'hui, les Savoureux Compagnons, c'était pas qu'un réseau. Suite au fait qu'on se retrouvait régulièrement, il y a des projets qui ont émergé. Parfois de mon fait, régulièrement au début et puis beaucoup moins après, où les gens avaient repris un peu leur empuissancement, où ils se mettaient à être un peu plus moteurs parce qu'ils ont vu que c'était possible. Mais voilà, en vrac, on a fait des restaurants éphémères collaboratifs où on faisait un peu de la formation pour des gens qui voulaient tester dans la restauration. Donc, aller de A à Z dans une MJC à Lyon, à la MJC Mon Plaisir, où tous les jeudis midi, donc ça dure encore, là, le confinement évidemment a tout arrêté, mais tous les jeudis midi, on a un ou deux chefs maintenant, qui tournent de notre collectif avec la possibilité pour un ou deux bénévoles de venir se tester dans le métier de la restauration en passant sous le format de la MJC. Et donc, c'était un projet de restauration. L'idée, c'était de ne pas perdre d'argent quand on a fait ce projet. Mais en fait, on a réalisé qu'on n'en a jamais perdu déjà. C'est une bonne chose, mais surtout que régulièrement, ça arrivait qu'on en gagne pas mal. Et vu notre méthode d'organisation, on a enlevé la majorité des frais qui sont relous, les frais d'établissement d'entreprise, etc. C'était vraiment une mise à disposition de lieux avec un paiement de charges variables d'eau, électricité par utilisation de la cuisine qui nous permettait d'être rentable sur un projet comme celui-ci. Et donc, suite à ça, l'idée de prendre la mutualisation comme base de travail et de concurrence. En fait, la coopération était la base de notre concurrence. Du coup, ça faisait une sorte c'était pas vraiment une concurrence. Au final, c'était une forme de coopération mutuelle. Et des fois, il y en a, ils bossaient à un endroit, d'autres qui bossent à un autre. Et des fois, ils bossent ensemble pour faire plus d'activités aussi. Donc, voilà, il y avait vraiment une émulation. Et il y a toujours une émulation dans ce collectif qui fonctionne. Et c'est une base sur laquelle on s'appuie depuis 3 ans. L'année dernière, on a monté une école nomade de printemps. On a appelé ça Université populaire de cuisine, l'Université des Savoureux Compagnons, donc au printemps, pendant un mois, au mois d'avril, donc il y a pile 1 an, on a fait une première démarche de formation. Il n'y a pas eu d'autres sessions depuis, mais clairement, pour vous dire, on était arrivé dans la coopération au niveau local, sachant moi je suis vers Lyon, donc globalement les activités étaient à Lyon. Il y avait 8 lieux différents partenaires à Lyon, donc des restaurants, des MJC, des boulangeries, etc., avec une douzaine d'intervenants du collectif, tous indépendants, et un cours minimum par jour. Il y avait un événement par jour tout le mois. Et on a fait ça ensemble, c'était un sacré boulot. J'ai passé pas mal d'énergie, mais au final, c'est beaucoup à la base de là où on en est aujourd'hui. Et ça nous permet d'avoir une bonne base aussi, des bonnes compétences de réflexion pour aborder le problème qu'on a aujourd'hui avec le coronavirus et l'impact sur la restauration. Donc voilà qui je suis un peu, où j'en suis. Je n'ai pas tout dit parce que j'ai 1000 choses à dire et ma vie, c'est 1000 histoires qui s'enchaînent les unes les autres. Mais pour poser un peu les choses, je trouve que c'est une bonne intro. Super. Eh ben, merci. On est déjà 35 en ligne.
Et je vais demander maintenant à ces personnes en ligne de se présenter, elles eux aussi. Donc, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat de quelle ville vous suivez cette conférence? Nantes, Paris, Marseille, Dijon, Paris 17, Lyon, Angers, Nantes. OK. Carcan, Lille. Trop bien. Plein de gens de plein d'endroits de Excellent. France. Super. Besançon. Est-ce que certains d'entre vous, vous travaillez dans le secteur de l'aliment, allez, de la restauration, de la restauration, on veut dire? Oui, il y a pas mal de oui. Pas mal de gens qui bossent dans le secteur de la restauration. Ah oui, Est-ce que d'autres travaillent dans le secteur de l'alimentation au sens un peu plus large? ceux qui ne travaillent pas en Une restauration. boutique. Alimentation plus large. Non, pas trop. Hein. Non, un peu moins. Non, il y a Non, pas mais mal c'est à de peu près équilibré. C'est à peu près par le équilibré. passé. Ok, Très bien. super. Est-ce que vous pouvez, dans le vin, de fournisseur agro, parfait. Est-ce que vous pouvez maintenant, pour terminer de vous présenter, vous pouvez écrire votre recette préférée? Je montre l'exemple. Hop. Ah. La tarte ratin. C'est comme une tarte tatin, mais différente. La mousse au chocolat. Crumble, tarte, cake, puis Prada, très goût de fève. Ok. Avec... Oh là là, bah dis donc, ça donne envie de faire une grosse réunion Ouais, post-conférence. grave. Faut le faire souvent, ça, c'est trop bien. Je ne travaille plus médecin. Ok. C'est une sorte de cuisine aussi. Ah, tout à fait. Le médecin, Super. ah oui, oui, on va en parler aussi. Les shakshuka. Très bien. Eh ben, merci toutes et tous pour vous être rapidement présentés. Sachez, c'est peut-être pas la première fois que vous veniez à une conférence de Make Sense TV, que l'idée, c'est que vous pouvez signaler que vous avez une question à tout moment dans le chat. Et moi, généralement, dans moins de 5 minutes, je vais signifier la question à l'intervenant et vous autoriser, du coup, à activer votre micro et à poser votre question de manière assez brève et ensuite, de manière hyper autonome, à désactiver votre micro. Voilà, donc la parole est libre, mais la parole n'est pas chaotique, cependant. Et du coup, je vais commencer par poser une question qui nous préoccupe, qui nous a beaucoup fait venir ici. Comment ça se passe en ce moment pour les restaurateurs, Valentin? Ça souffre de partout. Voilà, c'est une grande souffrance. Je n'ai pas mieux. C'est une grande souffrance parce que tout est fermé. Donc, le plaisir d'un restaurateur, c'est de restaurer les gens, pas de les nourrir. Je ne sais pas si c'est les restaurer, mais en tout cas de leur faire, de nourrir des gens. Et rien que ça, c'est pas possible. Clairement, on prévoit. Donc là, actuellement, c'est 90% des restaurants qui sont fermés. Ceux qui sont ouverts, c'est surtout des chaînes qui peuvent faire de la livraison. Et donc, on va dire, c'est un peu un monde que j'aime pas particulièrement, avec quelques restaurants qui arrivent à s'en sortir en ayant mis en place des systèmes de livraison et qui se sont adaptés ou qui avaient déjà prévu ça, qui l'avaient déjà dans leur modèle. Mais bon, voilà, je vais dire la restauration et globalement le milieu du tourisme aussi, parce que c'est très lié à la restauration et le tourisme, c'est en grande souffrance, c'est des inconnus puisqu'on n'a pas de date d'ouverture de restaurant officielle. Il y a des choses qui se disent là en ce moment, voilà, que c'était peut-être le 15 juin, mais en fait finalement non. Voilà, donc c'est une inconnue. Quand on voit ce qui se passe à Wuhan et en Italie, c'est des inconnus aussi, puisque les restaurants, pour l'instant, en Italie, non. Et à Wuhan, ce qui a rouvert, ça referme assez vite, où c'est très peu de gens qui vont au restaurant. Donc, les perspectives ne sont pas bonnes. On annonce au mieux 70% de maintien de l'activité par rapport au monde avant coronavirus. Donc, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, voilà, on est sûr qu'il y a plein d'entreprises qui vont faire des faillites et des gens qui vont être au chômage. C'est certain. Sachant que le monde de la restauration pâtissait déjà d'un manque de personnel, etc., qui faisait que c'était un flux tendu et qu'il y avait pas mal de problèmes avant sans ça. Et là, aujourd'hui, voilà, il y a une situation globale qui est pas sûre du tout. Et
clairement, j'ai pas mal de prospectives et je réfléchis beaucoup et je ne suis pas seul à réfléchir dessus. Mais on n'a pas les réponses totales. On ne sait pas tout à fait ce que sera demain. Par contre, on a peut-être un peu des lunettes pour voir un peu mieux dans le brouillard à plusieurs. Voilà, ça va pas bien. Ça va pas bien, c'est sûr. Il y a des besoins de solutions. Au niveau est-ce que, par exemple, vous avez eu des aides de la part du gouvernement ou d'autres autorités territoriales pour maintenir votre activité? Alors, pour l'instant, les aides sont super. C'est surtout des effets d'annonce. On va voir demain parce qu'il y a quand même une réunion demain avec les métiers de l'hôtellerie et restauration avec le gouvernement. Donc, il y aura une grosse avancée demain. Mais jusqu'ici, on annonçait voilà, 1500 par rapport à la perte d'activité aux gens qui travaillent en restauration. Et c'était quoi? Un report des loyers. Au départ, on parlait de report des loyers, mais en fait, il s'avère que c'est que sur certains établissements qui sont liés à la gestion publique de la France, c'est que voilà, c'est pas de bailleurs privés, c'est des bailleurs publics, et donc les bailleurs privés, ils n'ont pas d'obligation de faire des reports des loyers. Donc, au final, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce et pas mal de choses qui n'arrivent pas correctement. Pour l'instant, c'est très faible et ouais, le monde s'inquiète. Les assurances ne suivent pas, même si elles annoncent des aides. Il y a un petit peu des trucs qui sortent de derrière les fagots, mais c'est clairement insuffisant pour maintenir un aspect du commerce en France qui représente, je crois, 7-8% du commerce en France, la restauration. C'est juste énorme en termes de volume et de nombre de personnes qui sont nourries aussi par les restaurants. Donc, non, il n'y a pas d'aide pour l'instant majeure qui pourrait dire qu'on va s'en sortir. Et je ne pense pas qu'ils en aient. Je ne pense pas qu'ils aient de solution miracle. Et je peux expliquer pourquoi, du coup, pour continuer cette question. C'est parce que le coronavirus est certes une crise qui fait qu'on ferme les restaurants, mais surtout la crise qui arrive, elle sera financière, elle est financière. Et donc, elle commence tout petit à petit à s'implanter, mais c'est surtout celle-là qui va faire mal parce qu'aujourd'hui, le monde de la restauration, il est inclus dans un monde pareil que la société en croissance. Et on n'a pas de modèle qui pense à un modèle de restauration qui soit justement pas en décroissance, mais en récession, voire en dépression, puisque c'est au niveau économique, c'est là où on arrive et tous les experts sont unanimes sur ce sujet, c'est qu'on arrive sur un monde en récession. C'est-à-dire qu'il va y avoir de moins en moins d'argent et des gens en capacité aussi de payer. Il va y avoir moins d'emplois. En tout cas, l'activité va se ralentir. On n'a pas le choix parce que ce qui vient de se passer a flingué en tout cas ce système bancaire qui était un colosse au pied d'argile. Et donc, les résultats, la façon de se relever, on n'est même pas sûr qu'on va… Il ne faut même pas penser au fait qu'on puisse revenir à l'avant. Ça ne sera pas possible déjà dans le monde de la restauration, en tout cas, à part en très très long terme. Il faut voir une vision à 5, Valentin 10 ans. Oui. Je te coupe. Il y a aussi il y a un autre restaurateur, a priori. Oui, C'est Le Présage, qui est un restaurant propulsé au soleil, si je me souviens bien, à Marseille. Tout à fait. Et il a fait une petite, comment dire, une petite intervention intéressante par rapport à la situation des mutuelles. Est-ce que ça te va si je le laisse intervenir? Ah ouais, Le Présage, j'active ton micro et je te mets en vedette. Toi, tu es restaurateur aussi. Est-ce que tu peux rapidement présenter ton établissement et ce que tu penses de la situation? Alors, est-ce que c'est bon pour le chat? C'est bon. Cool. Alors, rapidement, le Présage, oui, c'est un projet qui a pour but d'utiliser l'énergie solaire pour faire à manger. On a développé tout ça, les outils, et on l'a fait tourner sur une forme expérimentale. Et donc là, on est à la phase où on comptait investir plein de sous pour monter le gros restaurant avec le jardin, le bâtiment, tout ça. Donc, évidemment, on temporise. Donc, moi, je ne suis pas en activité en tant que restaurant. Je n'avais pas d'activité outre des plans de traiteurs, de formation, de cuisiniers à domicile parfois. Donc voilà, j'ai pas d'employés en cuisine, donc j'ai pas toute cette problématique de la profession là qui est vraiment ça va être un gros problème. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que le Crédit Mutuel, qui est une banque et un assureur mutuel, a dit qu'il allait… aujourd'hui, la problématique avec les assurances, c'est que la pandémie ne fait pas partie des conditions pour être indemnisé par rapport à perte d'exploitation. Et donc pour l'instant, les restaurants ne sont pas assurés pour la perte d'exploitation, comme si, par exemple, s'il y avait une catastrophe naturelle, ça aurait été possible. Le Crédit Mutuel a dit qu'ils allaient quand même mettre à disposition de leur sociétaire, je crois que c'est jusqu'à 11 000 €, quelque chose comme ça,
à partir dans quelques semaines, mois, je ne sais pas exactement, mais voilà. Eux, ils ont dit qu'ils allaient abonder ça et voilà, c'est une première brèche, on va dire, dans les assurances, voir ce qui se dit après derrière. Voilà. C'est la J'ai entendu. première chose que… Merci beaucoup, monsieur du Présage. Je repasse la parole à Valentin. J'avais entendu dire aussi qu'il y avait un chef qui avait attaqué son assurance parce qu'il trouvait que ce n'était pas juste qu'il ne l'indemnise pas. C'est ça. Donc, c'est une première action judiciaire qui pourrait peut-être permettre de faire quelque chose, mais contractuellement, effectivement, la pandémie n'est pas marquée. Donc, c'est-à-dire que l'assureur peut défendre son droit parce que c'est vrai. Après, voilà, ça va dépendre de comment est considérée la situation par l'État, qu'est-ce qu'il oblige les assureurs à faire, parce qu'en France, les assureurs ne se mettent pas au pas, mais dans plein d'autres pays, dont en Allemagne, ils sont là, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'est encore ces histoires de concurrence où je ne veux pas donner des sous, c'est un peu chelou. Moi, perso, j'ai perdu toute mon activité. Je n'ai pas d'assurance derrière. Heureusement, je n'étais pas en insécurité et j'ai de quoi me retourner. Mais voilà, quand on passe de 3 000 € parce que mon activité indépendante commençait à bien marcher à zéro, voilà, il faut dire que l'État a mis cette aide de 1 500 € dont certains peuvent prétendre. Si le mois de l'année dernière, vous avez touché une certaine somme, c'est par rapport à cette somme-là que c'est calculé. Donc, c'est un modèle de calcul complètement injuste pour plein de gens qui, par exemple, ont lancé leur activité d'auto-entrepreneur. On en a beaucoup dans les Savoureux Compagnons qui sont un peu des jeunes et qui se sont lancés grâce au soutien du collectif. Et même s'ils avaient atteint une qualité de revenu qui commence à être vraiment stable, là, ce genre de choses fait qu'ils n'ont aucune aide parce qu'à ce moment-là, ils ne touchaient pas suffisamment pour pouvoir prétendre aujourd'hui à quelque chose qui soit significatif. Voilà. Je vois une question de Sophie. Sophie, est-ce que tu veux poser ta question de vive voix? Yes, salut. Je voulais savoir ce que vous pensiez de garder la livraison à domicile des plats. Bon, c'est pas partout en France, mais notamment, bon, moi je suis à Paris et je me dis que c'est vraiment pas sécuritaire de laisser des gens travailler, que ce soit dans le restaurant ou en livraison. Et ça, voilà, je me dis en fait, ces personnes-là n'ont pas le choix, elles essayent de sauver les meubles. Du coup, je sais pas comment me positionner là-dessus. Je vais avoir votre avis. Ok. Oui, alors il faut se dire que de toute façon, toute façon de faire de la restauration qui soit à distance, c'est-à-dire qu'il y a une distanciation sociale à l'intérieur. Donc, on va dire la livraison à domicile, le à emporter, le drive-in aussi, et toute méthode de livraison à emporter vont être plébiscitées beaucoup plus. Surtout quand les gens vont commencer à se remettre au travail. Il va y avoir beaucoup de demandes de ce type-là. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose à sérieusement envisager, de s'équiper aussi, si besoin, pour la livraison, voilà, d'outils numériques de livraison pour que ça soit facilité. Bien sûr, je ne suis pas fan des entreprises de livraison puisqu'elles traitent mal leurs salariés au niveau de la Uber Eats, Deliveroo. Par contre, il est possible d'internaliser et de partager avec d'autres restaurateurs, par exemple dans votre coin, des livreurs, par exemple, et de faire des postes que vous conceptualisez pour que ça soit durable. Parce qu'il y a aussi ça, il y a beaucoup de restaurants qui ont essayé de se mettre à emporter, et aujourd'hui, ils ont vu que ce n'est pas du tout possible pour tenir l'activité. Ça coûtait plus cher d'ouvrir pour quelques livraisons que de fermer. Donc, je pense que c'est des bonnes voies à ouvrir, mais si vous cherchez un outil, une solution numérique ou juste une approche, je pense que ça ne sera pas suffisant pour une pérennité de l'activité dans ce cadre-là. À nouveau, tout ce que je dis, c'est les prospectives, c'est là où j'en suis venu. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je suis en fait dans une situation un peu particulière. Moi, j'ai récupéré un restaurant ici dans mon village, donc je suis à Saint-Germain-en-Mont-d'Or, au nord de Lyon. Et là, en début d'année, opportunité dingue, le tacos devant la gare qui se vend. Et je passe devant parce que je faisais de la politique alimentaire de territoire. J'allais convaincre un peu les gens du village de s'approvisionner en local. Et je tombe sur cette offre et j'arrive. Et donc, en fait, les choses se sont enchaînées. On a acheté au bout de… voilà, début mars, on avait le lieu. Et pour détenir ce lieu, je suis en train de créer une SCIC. Donc, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé ça. Parce que justement, au départ, donc, il n'y avait pas encore cette histoire de coronavirus. Ça arrivait tout doucement, mais je n'imaginais pas du tout la situation comme ça.
Mais il y avait quand même pour moi dans la base de la société que je suis en train de monter et l'application que j'en ferai dans le restaurant, une base de résilience. Et voilà, on va toucher ce mot-là qui pour moi bon, on utilise beaucoup à tort à travers, il devient populaire un peu ce mot. La résilience, grossièrement, c'est une capacité à faire face à des chocs et à rebondir après un choc. Clairement, pour moi, en tant que restaurateur et en tant que cuisinier, avec tout ce qui m'habite, j'étais dans la démarche de me dire, je vais faire une démarche plus que cuisiner. C'est-à-dire que je veux nourrir les gens, évidemment. La SCIC que je monte s'appelle Nourrir. Donc clairement, nourrir les gens, c'est la base et ça sera toujours le cas, qu'on soit en récession, que ce soit en guerre ou tout ce que vous voulez. À part si l'humanité est détruite, on aura toujours des gens à nourrir. Donc à partir de cela, on peut se dire qu'il y a une base de durabilité juste par le fait qu'il y a des gens qui continuent à s'alimenter. Mais ce n'est pas dit qu'ils vont s'alimenter aux mêmes endroits. Et la situation économique fait qu'ils ne vont pas s'alimenter aux mêmes endroits. Mais je reviens sur cette coopérative que je monte pour ce petit restaurant. Donc l'idée, un tacos, je ne veux pas perdre la clientèle, donc je change mon offre dans un snacking durable. Mon but, c'était faire un tacos bio, local, avec des produits locaux. Voilà, la galette faite à la main au levain avec le même prix que ce qui était fait avant. C'est possible, hein. Même si ça demande un peu plus de taf, mais voilà, pour moi, c'était un choix de rogner un peu sur la marge que je me fais pour proposer ce type de qualité-là. Mais je ne voulais pas avoir juste une société commerciale et mon idée, c'est de m'implanter dans mon village pour que la démarche elle soit soutenue aussi. Et là, on l'a vu beaucoup hein, au début du coronavirus et surtout quand les marchés ont été fermés. Donc, certains se sont maintenus. Mais la coopération qui s'est passée au niveau de l'alimentation est super forte. Et c'est un élan de solidarité qui moi, m'inspire beaucoup. Et je me dis qu'il y a de l'espoir grâce à ça. Quand on voit que les gens ils se sont mis à se tourner vers les maraîchers locaux parce que de toute façon, ils ne voulaient plus aller au supermarché parce que c'est un peu plus dangereux, et c'est le cas. Parce que les gens ils se sont aidés pour faire de l'achat groupé et aller faire les courses de leur voisine trop vieille. Parce qu'il y a des restaurateurs qui se sont mis à cuisiner pour des infirmières, etc. Voilà, le mécanisme de solidarité, on pourrait le rajouter après liberté, égalité, fraternité, solidarité. Je pense qu'il y a quelque chose en France et sûrement dans plein d'autres pays aussi, mais en tout cas, j'ai pu le voir que ça existe en France. Et malgré qu'on ait une réputation un peu de gueulard et de ronchon, au final, on a aussi cette essence-là et elle s'est prouvée particulièrement dans tout ce qui touche à l'alimentation. Et moi, avant que le coronavirus arrivait, je me disais qu'il fallait miser aussi là-dessus. Et la manière pour moi de le faire, c'est le mot qui va avec la résilience, c'est la reterritorialisation. Donc là, j'arrive rarement à le dire de manière si distincte, mais le fait de reterritorialiser, c'est-à-dire se réimplanter de manière géographique. Mon idée, c'est de nourrir les gens qui sont le plus à proximité de moi. Donc, plutôt que de me dire, peu importe qui arrive, je vais faire la proximité. Donc, d'abord, mon village. Après, je veux sécuriser des ventes. Donc, moi, je vais être en ouverture de concept. Mais il y en a plein d'entre vous, si vous êtes restaurateur, vont être en réouverture de concept. Et donc, ce concept, il va falloir l'adapter à la situation de distanciation sociale, de récession et donc de sécurisation des ventes. Vous voulez peut-être conserver vos employés ou j'en sais rien. En tout cas, il va falloir les adapter à ces notions-là. Et pour moi, le fait de faire une vente géographique, de connaître les gens à qui on va vendre et qu'eux, ils nous connaissent, et vu qu'ils nous connaissent, ils veulent nous soutenir, peut-être parce qu'ils savent qu'on travaille avec des bons produits. Mais bon, ça, c'est un autre aspect que j'aborderai juste après. Que j'aborderai juste après. Mais voilà, d'avoir le lien avec des gens, on peut créer un réseau de confiance. Et par exemple, de l'achat groupé, il y a quelqu'un d'un quartier qui peut vous faire qui peut centraliser les achats groupés d'un même quartier sur un jour donné, par exemple. Donc, ça fait que voilà, des commandes à N-1, ça se fait beaucoup dans les paniers de légumes et de commandes aujourd'hui. Des commandes à N-1, à J-1, pardon, elles sont possibles d'être prévues et de les regrouper avec un référent de quartier, je ne sais pas, et de mettre en place toutes des mesures de distanciation sociale sur place. Donc, ça permet de sécuriser les ventes, de ne pas préparer de la bouffe et de la gaspiller parce qu'on n'a pas eu la clientèle qu'on espérait, mais du coup de prévoir. Et ensuite, dans un monde en récession, comme je vous dis, il va y avoir de moins en moins de clients en capacité de payer, en théorie. Et cet effet-là fait qu'il faut aussi réfléchir peut-être à d'autres activités qui tournent sûrement autour de l'alimentation, mais qui vont donner qui vont rendre le cuisinier comme couteau suisse. C'est un peu mon idée. Parmi une solution que moi j'envisagerais pour tous et qu'il faudrait vraiment pousser là-dessus parce que avec cet exemple des cuisiniers qui cuisinent pour les hôpitaux, on voit que la restauration traditionnelle s'additionnent à la restauration collective, qui sont aujourd'hui deux mondes qui coexistent et qui nourrissent le pays de manière générale, et de faire le lien entre la restauration collective et traditionnelle
va peut-être permettre justement de sécuriser les ventes et d'avoir des externalités positives sur le territoire. Je m'explique en disant positif, c'est que si vous travaillez avec des bons produits, que vous êtes en capacité de livrer les écoles, donc capacité d'hygiène, de sécurité, mais aussi de nutrition. Il faut avoir des connaissances de base en nutrition pour bien nourrir les enfants, et que vous cuisinez avec des produits saison et locaux, eh ben, vous allez complètement déjà redorer l'image du cuisinier que vous êtes ou du restaurateur que vous êtes. Et dans cette démarche-là, en plus, vous allez nourrir les gens qui vivent à proximité de votre restaurant, même parce que vous passez par l'école du coin ou par l'hôpital du coin ou la maison de retraite du coin. Et donc, sur par exemple alors peut-être pas sur le chaud parce que c'est encore plus compliqué à mettre en place, mais les entrées ou les desserts, d'entamer ça en discussion avec votre municipalité sont des choses qui peuvent se faire pour sécuriser par exemple une partie des ventes voilà, comme je vous dis, dans un monde en récession. Parce que dans un monde en récession, les services publics, la restauration collective va prendre beaucoup plus en plus d'importance parce qu'elle va être majoritairement gérée par des appels d'offres d'État, etc. Donc elle va être plus légalisée au niveau de l'État. On devrait plus se nourrir grâce à des aides locales. En théorie. En théorie, ces mécanismes comme ça devraient se mettre en place. J'entends beaucoup parler que les tickets restaurants devraient être… on pourra augmenter notre capacité d'utilisation de tickets restaurants. Donc, l'idée d'avoir des tickets sociaux pour s'alimenter fait son chemin. Moi, dans mon village, ça existe. C'est-à-dire que le CCAS de mon village, il donne un chèque alimentation aux administrés qui sont les plus demandeurs. Et il est possible pour eux d'aller les dépenser dans l'épicerie du village. Là, j'étais en pourparlers avant le coronavirus avec la mairie sortante, mais aussi avec la mairie entrante parce qu'on a eu une élection entre-temps, donc qui prend du temps à s'implanter. Mais l'idée, c'était que que les gens puissent bénéficier de l'utilisation de ces chèques dans mon lieu, parce que mon restaurant, son but, c'est de faire du bien à la population, de se pencher sur la nutrition pour qu'ils soient en bonne santé et faire de la prévention de la santé, et en même temps travailler des bons produits, donc avoir un lien sur le local qui était important, qui permet de s'implémenter. Et du coup, sur une notion de durabilité, le fait de faire autant de liens à proximité de son lieu d'implantation permet de mieux se retourner en cas de choc, justement, comme celui qu'on passe. Ça, c'est ma stratégie. Je vous la partage parce que ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, mais en tout cas, je suis accompagné par pas mal de gens donc du collectif des Savoureux Compagnons et puis par une autre association avec laquelle je travaille qui s'appelle Eating City. Alors, Eating City, c'est une association internationale qui a pour but de, on va dire, aller dans tous les sens de cohérence au niveau de la restauration collective, mais au niveau mondial. C'est-à-dire qu'ils sont très basés en Europe, en Amérique, en Chine. Mais le but, c'est d'amener la restauration collective à beaucoup plus prendre en main l'alimentation et la santé et le lien avec les producteurs. Et il y a de nombreux exemples dont je pourrais vous faire part, mais là, je monopolise un peu le temps de parole parce qu'il peut y avoir des bonnes façons de rebondir à ce que je dis. Mais il y a de nombreux exemples en Europe et dans le monde qui montrent que c'est possible. C'est possible. Sources pour vous inspirer, ressources pour vous inspirer, en site internet. Je vous conseille le site de Let's Food Cities, alors qui s'appelle pas Let's Food Cities, mais Let's Food Ideas. letsfoodideas.com, si je ne dis pas de bêtises. Et dedans, c'est deux personnes qui sont aussi passées par Eating City, qui ont récolté de nombreuses données d'initiatives de reterritorialisation de l'alimentation et de toutes ces initiatives avec plus de sens au niveau du monde. Donc, ils sont passés au Vietnam, l'Afrique du Sud, Maroc, en France aussi, et dans pas mal d'autres pays pour voir ce qui se fait aussi ailleurs. Parce que nous, on a une créativité de Français, même si on arrive à s'inspirer un peu les uns des autres. Le fait d'avoir des retours de ce qui se fait dans d'autres pays, c'est super intéressant. Un exemple, du coup, si je déroule, un exemple, le fait d'impliquer les collectivités dans l'achat de matières premières fait qu'il est possible de créer des conventions de partenariat et d'achat qui soient très, très, très cadrées et qui permettent autant aux producteurs de sécuriser des ventes qu'aux personnes qui vont transformer ces produits de sécuriser la qualité de leurs produits. C'est-à-dire qu'en faisant une convention de, je sais pas, 200 pages, si je ne dis pas bêtise, à Copenhague, ils ont entamé ça il y a 15 ans. Ils ont fait une convention de 200 pages avec les producteurs du coin pour qu'ils fassent du bio et qui fassent des produits de saison et qui prennent soin des sols. Et ils ont formé les cuisiniers à cuisiner ces produits-là. Et en 15 ans, ils sont passés à une restauration collective 100% bio locale, végétarienne au maximum, avec aussi cette idée de décarbonisation de l'alimentation. On est passé sur des choses qui sont possibles. Donc, ce n'est pas des doux rêves utopistes souvent qu'on nous rabâche. C'est-à-dire qu'il y a de vrais exemples qui nous montrent que c'est possible, surtout si on investit les pouvoirs publics. Et
Et on ne peut plus rester dans la concurrence de base de la restauration qui régnait majoritairement. Je dis majoritairement parce que moi, voilà, le présage, je ne me rappelle plus de ton prénom en plus, mais on se capte. Mais pour moi, c'est ce genre d'exemple qui montre qu'il y a plein d'initiatives cohérentes. Il suffit de les relier bout à bout et de les connecter avec des décideurs politiques qui font de la vraie politique dans le sens noble du terme. Et en théorie, on arrive à quelque chose qui déjà prend soin de la base, c'est-à-dire le fait de se nourrir et de continuer à vivre, tout simplement. Et là-dessus, il est possible de le faire. Et je pense que ça ne tient qu'à nous de reprendre aussi cette puissance, cette capacité de logistique que peut avoir un cuisinier ou le monde de la restauration. Parce que gérer un service de cuisine, le coup de feu, si vous n'êtes pas bien et si vous êtes mauvais en logistique, vous vous faites déborder. Et c'est souvent dans les équipes où ça se passe mal, ils sont mauvais en logistique. Mais il y a plein d'endroits où c'est très bon, où ça fonctionne, et des super équipes. Et bien ça, ce modèle d'organisation, si on le sortait un peu de la cuisine et du restaurant et qu'on l'appliquait au territoire qui est autour, je pense qu'on pourrait avoir de très très bons résultats. Si tu veux faire une pause pouponnage. Non, je vais changer de pièce. Mais non, pouponnage. En fait, il veut vous voir. Okay. Alors, vous savez quoi? Plutôt que de me cacher, tu as le droit, tu es en conférence avec moi. Voilà, je vous présente un autre que j'ai à nourrir. Voilà, mais il aime bien voir ce qui se passe sur l'écran. Ah bah ouais, mais je comprends. J'en profite, j'ai posté un petit lien aussi. J'étais allé visiter la municipalité de Moinsartou, qui, en menant une super politique de lutte contre le gaspillage alimentaire, avait réussi à passer en 100% bio, local, produit en régie municipale, sans augmenter le coût de la cantine. Et du coup, c'est une question que je pose aux différentes personnes qui disaient tout à l'heure qu'ils travaillaient en tant que restaurateurs, restauratrices. Et pour rebondir sur cette envie de Valentin de travailler avec les pouvoirs publics comme quelque chose qui fait du sens, mais qui va être aussi une question de survie, est-ce que vous, restauratrices, restaurateurs, vous avez pu essayer de solliciter vos maires, vos futures maires et mairesses? Quelle a été leur réponse? Je sais que, par exemple, il y a eu dans ces élections municipales, le thème de l'alimentation bio à la cantine a été un des top 3 sujets qui est revenu dans toute la France. Alors, je crois que c'est Pierre-André Duprésage qui disait qu'à Marseille, ce n'était pas évident. Est-ce que tu veux partager et nous dire un peu plus? Ou est-ce que d'autres personnes aussi veulent éventuellement témoigner de leurs essais ou du fait qu'ils n'y avaient pas encore pensé? Non, c'est bon. OK. Valentin, j'avais aussi peut-être une autre question à te poser qui m'intéresse. J'ai vu beaucoup de photos de toi, des vidéos même de toi récemment, avec des espèces de choses un peu bizarres qui sortaient de bocaux. Je sais que aujourd'hui, cette situation a complètement changé le rapport à l'alimentation. Il y a plein de gens, ils n'ont pas pu aller manger au McDo. Waouh! Donc, ils ont dû cuisiner des choses eux-mêmes. Il y a eu une répartition des tâches. Les hommes se sont rendus compte qu'il fallait aussi qu'ils fassent à manger. Beaucoup ont essayé des recettes, beaucoup en ont raté. Donc, qu'est-ce que ça a changé chez les Français, cette situation? Alors, comme je vous dis, il y a ce mécanisme de solidarité. Alors, pour appuyer mes propos, il y a un site qui s'appelle RMT Alimentation Locale que je vous conseille, qui a fait des rapports sur les habitudes alimentaires pendant le coronavirus. C'est génial. Donc, réseau mixte, je ne sais plus comment, RMT Alimentation Locale, c'est top. Inscrivez-vous à la newsletter parce qu'ils font des comptes rendus toutes les semaines. Mais en gros, effectivement, les gens se sont remis en grande partie à cuisiner à la maison, à faire, voilà, de toute façon, ça a dû arriver partout. Hein. Vous avez la farine, les œufs, le lait, tous les produits de base font dévaliser parce que les gens reviennent. Déjà, ils ont compris qu'il y avait une crise économique qui arrivait, donc il fallait se calmer. Et qu'en plus, c'était l'occasion, quand on a du temps, de monter en compétences et aussi de se faire plaisir et d'apprendre des choses qui peuvent être utiles pour la suite. Et donc, effectivement, moi, j'ai pris le pli en faisant des ateliers vidéo, faire son pain au levain à la maison et donc faire son levain. Et je sais que je n'ai pas été le seul à le faire. J'ai fait ça parce que j'ai vu en plus que ça avait eu beaucoup de succès en Italie et je me dis que c'est trop chouette. Eux, ils ont fait des pâtes, des pizzas, du pain et plein d'autres choses. Je me dis, c'était pas con de prendre le pli aussi, mais voilà, que ce soit le pain, la cuisine, les pâtes, etc. Déjà, c'est comme quand vous allez dans une bibliothèque. Déjà, il y a des milliers de livres de cuisine par an qui sortent. Et à la même titre, là, tous les cuisiniers, tous les gens réalisent en fait qu'on est tous un peu cuisiniers. Bon, moi, j'aime pas trop. Il y en a qui savent cuisiner pour 30 personnes d'un coup, mais au final, on est tous un peu cuisiniers. Et je crois que les gens sont un peu rapprochés de ça. En tout cas,
beaucoup de personnes se sont remis à faire des choses. J'ai entendu pas mal de gens aussi qui jeûnent, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps. Voilà, ils voulaient faire un jeûne. Voilà, le jeûne, c'est un procédé thérapeutique pour certaines affections. Certaines personnes le font pour voilà, se détoxifier. Ça dépend, pour un peu purger l'organisme. Et donc, c'était une occasion aussi de jeûner. Bon, peut-être parce qu'ils n'ont plus tout, je ne sais pas, mais j'espère que ce n'est pas le cas. Voilà, il y a pas mal de choses. Le fait qu'on consomme beaucoup plus localement, c'est-à-dire que justement, on va consommer au niveau géographique proche de chez nous pour éviter d'avoir à faire des déplacements à risque. Il y a la consommation de produits bons pour la santé. Et là, ça va être tout un autre pan dont j'ai envie de parler, mais les gens se renseignent sur des produits bio, locaux, sans additifs. Ils essaient de cuisiner eux-mêmes pour avoir moins de merde dans l'alimentation parce qu'on est dans une crise sanitaire. Et depuis les 15 dernières années où la révélation sur le microbiote intestinal et son lien avec l'immunité et la santé ont été mis en lumière, clairement, on voit un changement de conscience vis-à-vis de l'approche pour la santé. Et là, il y a clairement quelque chose à faire. Du coup, j'enchaîne parce que pour moi, la santé est enfin, à moins que tu veuilles encore parler, que tu veux que j'étaye sur les habitudes de consommation qui changent. Non, c'est très bien. Vas-y. Donc là, je vous ai parlé de reterritorialisation, mais je vais vous parler aussi de santé. Et donc, alors, il faut faire attention de ne pas parler de santé par l'alimentation parce que ça nous rend médecin, mais plutôt de bien-être ou de prévention de la santé, promotion de la santé, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est toutes des pratiques enfin, l'alimentation est clairement un outil de prévention de la santé, ça, il n'y a pas de doute. Après, de dire qu'on peut soigner par l'alimentation une affection, c'est un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, là aussi, autre chose auquel je vous conseille de vous pencher sérieusement tous, genre sans hésiter si vous n'avez pas fait le pas, c'est tout ce qui concerne l'alimentation, la nutrition, la diététique, tout ce qui tourne autour du microbiote intestinal, comment ça fonctionne, comment fonctionne le système immunitaire, etc. Alors moi, je suis passionné par ça et ça prendrait des heures à faire cela. D'ailleurs, bon, je vous en dirai un peu plus, mais on prévoit des interventions pour former les gens à ça. Mais clairement, dans une crise sanitaire actuelle, d'avoir des outils qui permettent de faire la prévention par l'alimentation, ça ne peut. Si vous cherchez comment marcher, faites des choses qui sont bonnes pour la santé. Tout con. Aujourd'hui, moi, je ne fais pas de prosélytisme pour l'alimentation et la seule chose que disent les experts de la microbiologie intestinale, c'est de manger diversifié. Et donc, manger diversifié, si vous mangez diversifié de saison, parce que vous prenez des produits locaux, eh ben, ça vous amène à aussi être créatif. Vous pouvez aller fouiner les plantes sauvages comestibles aussi. Mais le fait de faire de la diversification alimentaire, ça va créer une diversification au niveau du microbiote intestinal. Ce ne sont jamais les mêmes micro-organismes qui vont digérer les mêmes choses. Donc, il faut comprendre que quand on mange des choses diversifiées, on va augmenter notre capacité de digestion et d'immunité. Parce que, en l'occurrence, c'est vraiment cette diversité intestinale qui va produire un effet sur la santé qui va nous permettre une meilleure durabilité. Je ne vais pas vous affirmer des choses comme ça, c'est le résultat de mes recherches. Moi, je n'ai pas de diplôme en expert en microbiologie intestinale, etc. Par contre, voilà, je suis fan sur le sujet. Il y a moyen d'être fan si vous voulez comprendre qu'est-ce que produit l'alimentation sur les gens. Mais voilà, si vous mangez, par exemple, moi j'adore la levure de bière et j'ai réalisé en expérimentant qu'en mangeant trop de levure de bière, au bout d'un moment, on développait le candida albicans. Donc la langue blanche un peu, etc. En fait, c'est trop de levure dans l'organisme. Et ben, on apprend qu'en arrêtant la levure de bière, parce que les levures, elles restent rarement dans l'organisme très longtemps, ça se purge. Par contre, on a des éléments du microbiote intestinal, comme des bactéries qui sont liées au virus, par exemple, qui vont rester très très longtemps. Et il est possible, avec du long terme et changer son alimentation, de changer sa capacité d'immunité et de changer aussi ce qu'il y a là, la psychologie, les émotions, etc. Toutes ces choses-là aussi, la régulation des humeurs et de plein de choses vont être liées à notre alimentation. Pas mal de maladies, Parkinson, Alzheimer, voilà, je vous fais en gros certains cancers, il se pourrait sur certains autismes aussi. Donc autant dire que voilà, à nouveau les externalités des cuisiniers, autres que d'être dans la reterritorialisation et le lien humain et le fait de consommer des produits locaux de fermiers qu'on connaît, on peut aussi aller dans un lien qui est plutôt invisible parce qu'il est trop petit pour nous, mais en fait qui est tellement important. Voilà, pour vous donner une idée, en fait, la plus grande partie de nous-mêmes qui est en relation à l'extérieur est notre système digestif. Donc la plus grande partie de notre rapport à l'extérieur est à l'intérieur de nous, puisque si on étale notre intestin, en fait, notre surface pour être en relation au monde, c'est la plus grande. Rien que voilà, toutes ces choses-là sur l'alimentation font qu'on peut aussi faire de la pédagogie et former aussi, se former les uns les autres à comprendre comment cela marche, parce que c'est un sujet scientifique, donc c'est de la vraie science dans le sens où c'est pas terminé, on est sur de nombreuses théories, des choses qui avancent, et il y a besoin de gens comme des cuisiniers, je pense, pour aussi avoir des retours d'expérience de personnes,
pour faire de la recherche au final et être en lien. Voilà, on peut redonner de la biodiversité dans les ventres, on peut en donner dans les sols aussi. Si vous faites votre compost dans votre restaurant ou proche de votre restaurant, si vous le faites accoler, il est possible aussi de commercialiser à un prix fixe ou à un prix libre le compost que vous avez localement. Il est possible de cultiver aussi au niveau local à côté de votre restaurant ou coopérer avec des gens du village pour voir si les espaces verts, il y a des choses à faire vos plantes aromatiques. Se reterritorialiser, revenir, j'ai dit beaucoup de fois, mais c'est pour m'entraîner à le dire, mais en tout cas revenir à quelque chose où on sort un peu du restaurant, mais on est toujours en lien avec, ça va avoir, je pense que ça va faire partie des clés qui vont nous permettre de passer la situation actuelle. Ok. Il y a le chat est devenu fou là quand tu as parlé de fermentation et de microbiote intestinal et tout ça. Les gens disent ouais, il faut qu'on fasse une conférence là-dessus, c'est trop intéressant et tout ça. Donc on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Leïla, Marguerite et tout ça, n'hésitez pas à proposer. Make Sense TV, c'est une TV interactive. Donc si vous avez envie d'organiser une conférence et que vous avez envie de réinviter Valentin ou d'inviter, je crois que c'était Claire qu'on avait invité aussi pendant le Slow Tech Festival qui avait inventé la Fermenting City où elle faisait plein d'expérimentations de lacto-fermentation extraordinaires. Eh ben, libre à vous, on peut vous accompagner pour faire ça. Et il y a Anaïs Veggo qui avait posé 2 questions sur est-ce que c'est possible de faire des bons produits sans que ça reste plus cher. Et là, elle intervient aussi, mais peut-être tu peux le dire toi-même de vive voix, Anaïs. Tu peux activer ton micro. Anaïs. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, ouais, c'est bon. Pardon, j'ai jamais utilisé Zoom, donc. Alors, est-ce que ça va marcher? Non, il me dit... Sinon, tu peux pas. Enfin, on peut ne pas te voir aussi, comme tu veux. Ensuite, mais là, c'est bon. A priori, je vais mettre ta vidéo en vedette. Hop. Je t'ai mis. Oui, mais je me vois pas, donc je sais pas si c'est pas ça grave. fonctionne. Fais ta remarque, pose ta question, et puis tu nous enverras une photo de toi. Bon, ben, bonjour déjà, parce que du coup, je ne vous ai pas encore parlé. Non, la question, c'était pas de moi de tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait que les gens pensent souvent que manger local, bio et par exemple végétarien et sain, c'est très cher. Moi, c'est vraiment un truc qui revient très souvent dans mon travail. Et j'essaye un peu de me battre sur ces a priori, parce que même moi, il y a des moments où je veux aller dans un restaurant qui propose ce type de produit et ça me revient cher et je ne comprends pas pourquoi c'est systématique en fait. Alors que je le vois très bien dans mon travail, que je peux produire un plat vraiment à un moindre coût, mais qui soit malgré tout très bon pour la santé et oui, qui utilise des produits locaux et pas des trucs qui viennent de métro ou des choses comme ça, quoi. Alors, j'ai 2 aspects de la réponse que je peux te donner de mon point de vue. Déjà, il y en a une c'est une solution directe pour avoir du moins cher. De toute façon, plus on prend le produit au niveau de sa saison. Mais quand je parle de saisonnalité, c'est pas genre en mai. Voilà, c'est la saison de ça, donc il y en a. Non, ça dépend des régions en fait. Au niveau d'une proximité sur une région, il y a les fraises, elles vont être plus tardives au nord qu'au sud. Eh bien, il va falloir mieux adapter ces approvisionnements et donc peut-être faire des cartes et des menus qui soient très frais et très courts pour être en capacité de s'adapter à de l'approvisionnement qui arrive vite. Donc plutôt faire du plat du jour, du menu. Mais du coup, ça nous permet d'avoir une réduction. Voilà, par rapport à d'autres produits qui pourraient être plus chers. Par exemple, dans la restauration bio-végétarienne, allez, le vegan, etc. J'ai rien contre ça. Je pense il en faut pour tout le monde. Et d'ailleurs, j'en fais, j'adore en faire. Mais voilà, par un exemple, en vegan, on peut avoir soit quelque chose qui coûte vraiment, vraiment, vraiment pas cher, soit quelque chose qui coûte vraiment, vraiment très cher. Et on a l'entre-deux, bien sûr, mais les deux sont possibles parce que ça dépend des produits qu'on va utiliser. Il y a beaucoup de produits pour avoir de la protéine, par exemple, dans le régime végétalien, pas vegan, pas inversé, mais voilà, végétalien, on va utiliser la noix de cajou, qui est une noix qui ne vient pas de chez nous et qui coûte très très cher. Pour d'autres, on fait un mix riz-lentilles, par exemple, riz de Camargue, qui est local, avec des lentilles vertes du Puy,
Bon, dans les lentilles vertes du Puy, remarque qu'elles ont un coût, mais des lentilles françaises, tout simplement, on a une dose de protéines qui a un très très bas coût. J'ai fait des ateliers de cuisine où pour moins je crois que je suis arrivé à moins de 2 euros par personne. Il est possible de faire du bon et du équilibré et de santé, etc. Pour information, d'ailleurs, il y a un chef de cuisine qui s'appelle Christophe Demangel, qui est chef de cuisine au collège Saint-Jules Grévy de Poligny, dans le Jura, qui est un chef gastronomique, qui est maintenant chef d'une cantine depuis une dizaine d'années. Et lui, il arrive à faire des produits nobles, bio, donc pas que, c'est-à-dire qu'il a une carte qui est variée, ses approvisionnements, des fois ils sont bio, des fois ils ne le sont pas. Mais son activité, c'est vraiment de faire au maximum. Et il arrive à toucher, en restauration collective, on est obligé d'avoir des coûts par personne qui sont à 2 euros. Alors, effectivement, ces coûts-là sont possibles en termes de matières premières parce qu'on fait de la grande quantité, mais c'est possible. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Mais il y a un autre aspect. Il faut se dire aussi que ce qu'on dépense pour l'alimentation, ce n'est pas du tout le prix réel qu'on devrait payer pour que les fermiers puissent avoir juste un revenu décent, genre un SMIC. Donc on ne paye pas assez pour ça. Donc tout ce qu'on paye aujourd'hui, c'est parce qu'on a l'aide de l'Europe qui est tout le temps en train de mettre la pompe à fric pour que les fermiers y subsistent. Etc. Mais il y a aussi cet aspect-là de notre alimentation où je crois qu'on dépense plus que 20% pour notre alimentation. Alors avant que c'était 40% et c'était le principal poste de dépenses dans un foyer. Aujourd'hui, c'est le loyer et l'alimentation arrive en deuxième, troisième, ça dépend. Mais rien que ça fait que notre rapport avec combien coûte notre alimentation, il est complètement biaisé parce que c'est pompé aux aides sociales et au final, les seuls qui arrivent à les pomper correctement, c'est les grosses multinationales et les petits fermiers, ils se suicident tous les 2 jours. Donc, il y a aussi ce rapport-là au prix dont il faudrait prendre conscience en termes de pédagogie. Alors là, je dis un peu brut parce que vous venez m'écouter spécialement sur ce sujet, mais sur le fait de sensibiliser aussi la clientèle, ça a un impact. Sans faire de prosélytisme, hein, c'est pas facile. Du coup, il y a une sorte d'équilibre à avoir, mais il y a des réalités. Il y a aussi une autre réalité, celle du gaspillage alimentaire. Hein. On a une logistique globale aujourd'hui qui produit pour nourrir 12 milliards de personnes, mais on en a quand même un tiers de la planète qui meurt de faim, un tiers qui est obèse, et on balance un tiers de cette bouffe avant même l'avoir. Si tu as 10 pommes, je crois, c'est ça, on en balance 4 directement. C'est à peu près comme ça que fonctionnent les approvisionnements. Donc, il y a des incohérences qu'il faut mettre en lumière. Et ensuite, peut-être que soit on va payer le vrai prix des choses, ou soit peut-être que vraiment la nourriture va peut-être être en passe de devenir un bien commun. Et personnellement, c'est mon objectif. C'est-à-dire qu'au final, il y a tellement de nourriture et il y a tellement d'habitudes pour tout le monde de planter, de prendre soin de la terre et de cultiver pour tout le monde qu'on n'a plus besoin de payer pour ça. Comme l'eau, on ne paye que le service de l'eau, mais on ne paye pas l'eau en elle-même. Eh bien, de même titre que l'alimentation pourrait être payée en mètres cubes, j'en sais rien, par transport, mais c'est tout. Et voilà, pour moi, c'est mon objectif. Et vu qu'on arrive vers la fin, je peux vous dire aussi que cet objectif, ce n'est pas que des doux rêves. Je suis actuellement avec une grosse poignée de professionnels du collectif des Savoureux Compagnons qui sont un peu disséminés partout en France. D'ailleurs, ça peut vous intéresser puisque clairement, on en a dans le nord vers Boulogne, Strasbourg. On a Haute-Savoie, la Loire, donc Lyon, mais on est aussi le sud dans le Gard. Aujourd'hui, on est plusieurs professionnels à montrer un projet de formation et d'accompagnement pour les restaurateurs d'ailleurs qui sont au chômage partiel. Donc pour vous dire, là actuellement il y a des aides au chômage partiel pour la formation. Nous on a accès à ces aides pour la formation qui sont des aides de fonds d'urgence que l'État prend en charge à 100% pour vos employés à hauteur de 1 500 € par employé au maximum. Nous, on est en train de passer sur cette voie-là pour proposer des formations d'adaptation et par exemple, comment on va faire un approvisionnement local, comment on va faire de la diététique et de la nutrition dans son restaurant, comment on va former ses équipes aussi à bien travailler ensemble, c'est-à-dire le bonheur au travail, comment on va le faire en restauration, parce que pour ceux qui sont un peu du métier, des fois, ce n'est pas très bienveillant. Alors, pas du tout. Personnellement, j'ai eu de très mauvaises expériences de ça. Mais du coup, ça fait partie aussi des problèmes anciens au coronavirus qu'on peut régler par cette formation et aussi des solutions très directes par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, on a un super programme de formation qui peut durer jusqu'à 9 semaines. Ça va sortir dans pas longtemps. Avec les 2 principaux modules que l'on va animer, ça va être justement la reterritorialisation, les perspectives au niveau de ce qui se passe actuellement, quand même, dans quel contexte on est, hein, c'est cette histoire de récession, et aussi tous les aspects de prendre soin des gens, prendre soin des sols, donc se pencher sur la microbiologie, les fermentations et tout ce qui va augmenter notre capacité à être en meilleure santé. Donc ce sont des aspects qui me permettent pour moi de me dire qu'on
on a aujourd'hui, pour moi, quelque chose sur le papier qui ressemble à un nouveau cuisinier, un cuisinier qui va aller un peu plus loin, qui va sortir de sa cuisine, parce que ceux qui sortent de la cuisine, qui sont médiatiques, c'est toujours les mêmes aussi. Et au final, c'est qu'une toute petite goutte d'eau par rapport à l'ensemble des cuisiniers qui sont sur le territoire. Alors, je dis cuisiniers, hein, pour faire vite, mais tous ceux qui sont autour de la restauration et de la chaîne alimentaire, bien sûr. Mais dans ce côté cuisinier, je pense qu'on peut créer mon ambition, c'est de créer un nouveau métier. Donc, que j'ai appelé grossièrement cuisinier, facilitateur de territoire et soins des populations. Ça aura peut-être un autre terme au final, mais voilà, la création de vraies compétences qui puissent être déployées et en France et aussi après ailleurs qu'en France, parce que, comme je vous dis, le territoire, c'est géographique et ce n'est pas politique. Et aujourd'hui, quand on est à la frontière italienne, il vaut mieux aller prendre des produits italiens qui seraient plus près que des produits français qui ne le seraient pas. Et donc, on peut aussi dépasser les frontières par l'alimentation, juste parce qu'on est géographiquement, on est là, présent, ici, et on sait où c'est qu'on a implanté, à qui l'on parle, qui c'est qu'on croise, qu'est-ce qu'on fait, et s'intéresser, être curieux de tout ce qu'on fait dans cet aspect-là, pour moi, peut être la base d'une transition de société. En tout cas, si j'en suis convaincu, et peut-être pas vaincu, mais ça me permet d'avoir un GPS qui est braqué sur un objectif, et aujourd'hui, les portes ont l'air de s'ouvrir, donc autant prendre le pli. Bon, en tout cas, il y a des gens qui ont l'air d'être plutôt partants pour te suivre. Il y a des gens qui veulent savoir si tu es du coup organisme de formation. Et comment on fait pour vous rejoindre? J'imagine qu'Anaïs voulait dire comment on fait pour rejoindre les Savoureux Compagnons. Donc, comment on fait pour rejoindre la formation? Comment on fait pour rejoindre les Savoureux? Alors, je vais lire les Savoureux parce que c'est plus simple. Tout est globalement actif sur un groupe Facebook qui s'appelle Les Savoureux Compagnons, Place du Marché. C'est un groupe Facebook, vous faites les demandes et après on vous accepte. C'est une place du marché. Au début, elle était globalement basée à Lyon, mais aujourd'hui, c'est donc les Savoureux Compagnons, c'est mutualisation de bons plans, de boulot, d'idées, des besoins. Voilà, c'est un réseau de soutien entre indépendants qui ont cette vision-là. En tout cas, l'idée que l'alimentation est la base de transition de société, société écologique, solidaire, et qu'on fait ça dans le plaisir et la bienveillance. Donc, c'est dans d'autres bases que moi, ce que j'ai appris en cuisine ou à l'école de cuisine. Et pour les formations, donc là, il faut directement, moi, me contacter, m'envoyer un mail. Donc oui, ça va être des formations certifiées Datadoc, déjà. Organisme de formation. On bosse avec une structure qui s'appelle Les Vigies, qui est organisme de formation et qui centralise d'ailleurs des écosystèmes. Donc là, il y a de la restauration, mais dedans, on a aussi de l'agroécologie, d'autres structures, de l'agroécologie, de l'intelligence collective, des approches psychologiques et de la formation aux outils libres. Par exemple, pour organiser son entreprise, c'est des choses qui vont être possibles dans un catalogue de formation qu'on est en train de sortir et qui devrait arriver là début mai. Enfin, voilà, dans une grosse semaine, c'est sorti. Dont cette formation, voilà, restaurant résilient. Qu'est-ce qu'on avait mis? Mon Territoire, il y avait territoire dedans. Voilà. Oui, oui, c'est ça, territoire et soins des populations. Soins des populations. Il faut m'envoyer un mail, donc je peux vous mettre. Vas-y, est-ce que tu peux écrire ton mail dans le chat, oui, s'il te plaît? Je le fais. Donc, je le disais, cette émission a été enregistrée sur le lien bit.ly, voire réaction alimentation. Vous pourrez trouver du coup le replay de cette émission, mais aussi le replay des autres émissions, des éleveurs qui s'étaient organisés et qui du coup ne souffrent pas de la crise parce qu'ils ont été bien autonomes. Une ancienne de Disco Soup qui avait monté une boutique zéro déchet locale et si bien locale qu'en fait que ça continue, ça marche très bien. On a eu quelqu'un qui a monté un petit drive fermier un peu pour soutenir son producteur d'asperges qui ne pouvait plus vendre à son restaurateur. On a eu la rédac chef de la Relève et la Peste qui nous a donné des chiffres sur le futur. On a eu un grossiste belge. On a eu le tonton d'une participante éleveur, maraîcher, légumes de plein champ. Et voilà, si vous aussi, vous avez envie de proposer une réaction, je crois que c'est Leïla qui voulait faire un truc plus que sur le microbiote. Make Sense CV est complètement ouvert. Vous pouvez m'envoyer un mail sur antoine@makesense.org ou lola@makesense.org. Lola, c'est ma collègue, c'est pas mon nom le soir. Et on sera ravis d'écouter vos propositions et de programmer ensemble une émission. On arrive à la fin. Ok, merci Solène qui est aussi partante pour l'émission sur le microbiote. En fait, ce que je vous propose, c'est que vous m'envoyez toutes les trois un mail. Et puis ensuite, moi, je vous mets en relation et ensuite, on vous montez l'émission la semaine prochaine ensemble. Il nous reste un créneau. Okay. Trop bien. Là, juste après, pour ceux qui n'ont pas marre de rester devant leurs écrans, il y a une de mes collègues qui organise une émission sur comment les outils digitaux peuvent aider à recréer des circuits courts. Cagette.net, Rufkiwi, Lydia, etc. etc. Et sinon, on va se retrouver la semaine prochaine. Je pense qu'on aura des gens de la coopérative C'est qui le patron. On aura aussi Flora qui va nous parler de permaculture. Et je pense que je
sais plus, on en aura une troisième. Vous trouverez aussi plein d'autres liens et d'initiatives. Il y a aussi une dernière chose. Là, il reste 1 minute, Valentin. Moi, par exemple, j'ai un restaurateur à côté de chez moi. Il ferme ses portes. Je sais qu'il galère. Comment nous, citoyens, on peut peut-être s'organiser pour aider ce futur restaurateur? Est-ce qu'on va voir le maire? Est-ce qu'on lui précommande des plats pour quand il va réouvrir? Oui, faites ça. C'est-à-dire, il faut créer des groupes d'achat par quartier. Je pense que c'est la meilleure solution parce que ça permet de rester sur du lien humain. Un peu sous le mode ville en transition de Rob Hopkins. Aussi, c'est con, mais si vous connaissez des restaurateurs en galère, dites-leur que leurs équipes peuvent bénéficier de la formation dont je vous parle, 100% remboursée par l'État. Parce que nous, on va commencer à faire des formations d'abord pour des équipes déjà formées de restaurants ou des gens qui sont en portage de projet. Mais l'idée, c'est quand même d'accompagner les restaurateurs qui sont vraiment en galère là maintenant. Et on a des billes pour ça. On a vraiment des billes et on a vu des concepts qui marchent. Après, il faut marcher sur des œufs. Mais dites-leur qu'il y a des choses possibles. Reliez-vous à eux, allez leur parler, sachez leurs besoins, parlez-leur d'alimentation locale et de santé. Parlez-leur de cette reterritorialisation dont je vous parlais. Et voilà, dites-leur qu'il y a des choses possibles et qu'il faut péter la concurrence avec les autres et essayer d'avancer aussi avec les autres restaurateurs, peut-être en faisant de l'achat groupé. Voilà, l'idée, c'est de revenir sur un lien plus solidaire, d'avancer ensemble, quoi. On ne peut plus être concurrents aujourd'hui alors qu'on va tous être dans la merde. C'est plus possible. Super. C'est une très, très belle conclusion. Merci beaucoup, Valentin. Avec Merci plaisir. à toutes et tous qui êtes restés jusqu'au bout. Et je vous embrasse, mais de loin. Et je vous dis à bientôt. Ça marche. Un immense Allez, merci, Valentin, pour ton intervention. avec plaisir. Courage à tous. Allez, bon confinement. Les confis. Ciao. Ciao.